Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième numéro des débats de l'Occitanie en commun, votre rendez-vous hebdomadaire de dialogue et d'échange. Aujourd'hui, nous allons parler climat, écologie et transition énergétique. Et nous allons notamment mettre en avant des initiatives innovantes en matière de transition écologique et énergétique. Alors pour parler de ce sujet ô combien central, nous recevons aujourd'hui Frédéric Mathis. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur et fondateur de l'école de la transition écologique Être. Vous allez notamment nous expliquer un petit peu le principe et le but de cette école. Et puis Luna Pierron, bonjour. Bonjour. Vous êtes étudiante, directrice générale de l'Organisation internationale pour la jeunesse. Vous nous donnerez justement un petit peu le regard de la jeunesse sur ces questions de climat. Bienvenue à vous deux et merci d'être là aujourd'hui. Et puis nous recevrons aussi pour la deuxième partie de ce live Loïc Blanc et Emmanuel Parache avec lesquels nous aborderons notamment les questions d'énergie renouvelable. Alors avant de commencer, je vous propose de regarder une petite infographie qui résume en quelques chiffres l'ambition de la région Occitanie en matière de transition écologique et énergétique. Alors, on y voit notamment que l'Occitanie a pour ambition de devenir la première région d'Europe à énergie positive d'ici 2050, qu'elle est actuellement la deuxième région de France productrice d'énergie renouvelable, qu'elle fixe à 1,5 degré la limitation des températures conformément aux accords de Paris, qu'elle souhaite réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici 2030. Autre objectif, réduire de 50% l'énergie consommée à l'horizon 2050 et enfin avoir 100% de ces plastiques recyclés d'ici 2025. Alors, un mot d'abord sur ces chiffres. Luna Pierron, en 2018, il y a eu la marche pour le climat, on va fêter les 2 ans d'ailleurs, la marche pour le climat portée par la jeunesse. 2 ans après, il en reste quoi? Et à votre avis, est-ce que cette ambition affichée vous semble aller dans le bon sens? Alors tout d'abord, moi j'ai participé à cette marche mondiale pour le climat et c'est vrai qu'il y a quand même eu un mouvement général. Donc, notamment porté par la région Occitanie. Et aussi, moi, je suis là pour parler de la jeunesse, notamment dans les établissements scolaires. Je fais partie des élus lycéens au Conseil national de la vie lycéenne qui ont mis en place les éco-délégués, par exemple, dans les lycées. Suite à la marche pour le climat. Suite aux marches pour le climat. Donc, maintenant, il y a un conseil académique à la vie lycéenne dans toutes les académies sur le développement durable qui est obligatoire. Et c'est vrai qu'en fait, on voit beaucoup de mesures qui sont prises, notamment dans les lycées. Moi, j'ai un lycée Victor Hugo à Lunel qui est très engagé pour la transition écologique. On fait du bio, du local et dans 2 ans, plus de déchets à la cantine, par exemple, des yaourts dans des pots en verre. Enfin voilà, c'est ce genre de petites initiatives qui vont changer les choses et notamment au niveau local, régional, quoi. 2 ans après, est-ce que vous avez l'impression que les réponses apportées sont à la hauteur de l'enjeu? Alors, je dirais oui et non. On a, comme je l'ai dit, des réponses locales, des initiatives qui sont de plus en plus prises, mais je pense que au niveau gouvernemental, il y a peut-être encore à faire. Voilà, il y a la Convention pour le climat qui est toujours en travail et je pense qu'au niveau régional, on peut déjà changer beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont faites pour le coup. Donc ça, j'en suis localement. Voilà, je suis très contente par rapport à ça. Mais je pense que c'est améliorable. Et de toute façon, on peut que mieux faire et aller dans ce sens dans le futur, quoi. Je vous propose de regarder maintenant un petit micro-trottoir. Alors, nous avons demandé à des passants à Montpellier ce qu'ils faisaient, eux, pour l'écologie et si, selon eux, ça allait assez loin. Non, aujourd'hui, je pense qu'on va pas assez loin pour l'écologie. Je pense qu'il y a toujours mieux à faire. Quand les gens sont dans une situation difficile économiquement, j'ai l'impression que l'écologie passe en second plan aussi. On commence à avoir des petites améliorations partout et ça donne quand même espoir. On essaie d'éviter au maximum le plastique, choses comme ça, que ce soit au supermarché, que ce soit en allant faire des courses. J'ai plus de voiture, je marche. Faut marcher à pied, c'est bon pour la santé. Il y a énormément de mouvements qui sont en route, en action, très actifs, très enthousiastes. On est déjà dedans, oui, à fond. Frédéric Mathis, une réaction peut-être. Ça pose aussi la question de la prise de conscience collective. Est-ce que cette prise de conscience est effective à votre avis ? Alors, oui, moi ça fait 20 ans en fait que je suis un acteur modeste de ces questions de transition écologique. Et c'est vrai que depuis 20 ans, on voit une prise de conscience, comme on le voit en fait là dans le micro-trottoir ou dans d'autres événements,
par les étudiants, les lycéens. Il y a une vraie prise de conscience de ces thématiques et c'est vrai qu'on regrette aujourd'hui, enfin, on se dit qu'il y a beaucoup de choses à faire encore et beaucoup de choses à appliquer et à agir sur ces questions-là. Luna Piron, les jeunes générations, elles semblent avoir assimilé le principe de cette transition. Elles ont grandi avec cette idée. Parmi votre génération, vous diriez que la grande majorité est sensibilisée à ces questions de climat désormais ? Alors les jeunes sont mobilisés pour le climat. Déjà, on a vu le nombre de jeunes qui étaient dans la rue pour les marches mondiales pour le climat, c'était énorme. Nous, avec mon association, on fait beaucoup d'actions pour sensibiliser justement les jeunes. Il y a quand même un mouvement général de compréhension de cet enjeu qui est local, national et mondial surtout. Et je pense qu'il y a une prise de conscience et après, bon, il ne faut pas relâcher les efforts et continuer d'éduquer pour que les futures générations... Éduquer, le mot est lancé. Ouais, ah oui, c'est très important. Moi, c'est vrai que je me souviens quand j'étais en primaire, on faisait un petit peu déjà les petits gestes du quotidien, un peu écolo, pas passer 45 minutes sous la douche, ce genre de choses. Mais c'est pas fini, il faut qu'on continue. Parce que la transition écologique, ça concerne tellement de domaines, que ce soit économique... il faut qu'on change tout ça. Et par exemple, moi, au niveau de la fac, on va essayer, on va se présenter pour des élections. Et un de nos points dans notre profession de foi, c'est de mettre en place un master de droit de l'environnement. Parce que la transition écologique, comme je l'ai dit, c'est dans tous les domaines. C'est technologique, c'est dans le droit, c'est dans l'économie, c'est dans l'éducation. Bon, je vais le redire, mais c'est très, très important. Et de toute façon, j'ai envie de dire, c'est nous qui allons subir de toute façon beaucoup de conséquences de ce réchauffement climatique et de cette pollution, etc. Et donc voilà, c'est... Frédéric Mathis, vous la fréquentez, cette jeune génération. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'est l'école Être et à qui elle s'adresse ? Oui, tout à fait. Nous, on fréquente beaucoup la jeune génération puisque c'est le projet, l'essence même du projet, en fait, c'est vraiment s'occuper et travailler avec les jeunes. Nous, on est parti de deux constats, en fait, deux principes. Le premier, c'est de dire que on voit une accélération de cette prise de conscience, on voit une accélération, alors qu'on espère encore plus forte, mais des actions et une demande très forte sociétale de ces questions-là. Mais il faut penser aussi, en plus de l'éducation, à la formation. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que la formation devienne le goulot d'étranglement de la transition écologique, c'est-à-dire d'avoir des bonnes actions, des bons projets, mais derrière de ne pas avoir les personnes formées pour pouvoir mettre en place ces actions-là. Donc ça, c'est notre premier constat. Et le deuxième constat, c'est effectivement de dire que les jeunes, notamment, sont de plus en plus impliqués, de plus en plus conscients de ces thématiques-là. Mais il y a aussi toute une frange de la société qui l'est moins, avec qui on parle moins de ces thématiques-là, des personnes qui passent à côté et qui pourtant vont être et sont d'ailleurs les premières victimes de ces questions de changement climatique et de bouleversement climatique. Je pense notamment aux jeunes des quartiers politiques de la ville, aux jeunes, etc., avec lesquels on ne va pas s'adresser directement. Et nous, on a fait un pari dans les écoles de la transition écologique, c'est d'essayer de réconcilier ces questions et qui étaient à l'aune des marches pour le climat, des questions de fin du monde et de fin du mois, et d'essayer de les réconcilier au travers de la formation et de l'accompagnement autour des métiers de la transition. Vous vous adressez à qui ? À des jeunes en décrochage, à des jeunes... Alors on n'aime pas trop le terme décrochage, mais changeons-le. Voilà, on est plutôt, nous le choix qu'on a fait, c'est plutôt, on appelle les jeunes avec lesquels on travaille des jeunes en transition, puisqu'ils sont vraiment en transition professionnelle, en transition en termes de réflexion, de sens, d'utilité qu'ils peuvent avoir dans la société. Et du coup, 80% de notre public, c'est plutôt des jeunes qui vont être effectivement en échec scolaire, déscolarisés, en prise avec la justice, en parcours un peu chaotique, en difficulté, mais pas que. C'est-à-dire qu'on a aussi des jeunes qui vont être en recherche de sens, en recherche d'utilité par rapport à la société et de devenir acteurs concrets de cette transition écologique. Vous les formez au métier de la transition écologique. Est-ce qu'ils viennent chez vous par conviction à la base ? On imagine que non ? Alors non, la grande majorité de notre public ne vient pas chez nous par conviction au départ. Nous, on a fait le pari en fait que cette transition, elle allait passer par la pratique et l'expérimentation, voir concrètement en fait le résultat
de la mise en pratique de questions de transition écologique. Et on a fait le pari et qui en plus se confirme avec la crise qu'on est en train de traverser, la crise sanitaire, que les métiers de main seront les métiers de demain. Et donc on va travailler sur le grand panel, le très large panel des métiers manuels qui ont été un peu dévalorisés et leur redonner du sens, de l'utilité dans la société, le remettre au cœur de la société telle qu'on aimerait la voir advenir. Et quand ils ressortent, ils sont convaincus ? Quand ils ressortent, alors nous on a mis en place tout un tas d'outils en fait pour suivre cette évolution en fait de cette prise de conscience. Alors il y a une notion de prise de conscience et il y a la notion après pour nous qui est à la limite presque plus importante, qui est la notion d'éco-citoyenneté, c'est-à-dire qu'ils soient vraiment acteurs au quotidien, que ce soit dans leur vie professionnelle puisque nous on les forme à ça, mais aussi dans leur vie quotidienne au niveau de la transition écologique. Aujourd'hui on a pu observer que 80% des jeunes entre le moment où ils sont rentrés et sortis de nos formations, sont convaincus et mettent en application à un certain niveau des questions de transition écologique, que ce soit par la création d'une association, par des gestes quotidiens, etc. etc. Le titre de cette émission, c'est la transition écologique. Dans les faits, c'est quoi ? Alors, si on parle concrètement, c'est quoi les débouchés pour ces jeunes ? Est-ce que leur profil, une fois sorti, intéresse les entreprises ? Alors oui, à plusieurs titres, hein, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui se posent toutes ces questions et en fait on est plutôt sur des savoir-être, des compétences, on va dire, qui ne sont pas encore forcément valorisées en tant que telles sur le marché du travail, mais qui vont représenter une vraie plus-value au niveau des entreprises qui ont fait ce choix-là, puisqu'on sait qu'aujourd'hui les entreprises ont conscience de ces thématiques et en plus on sait aussi que dans la plupart des entreprises, des jeunes vont chercher des métiers et des entreprises qui ont du sens et porteuses de sens. Et donc ils ont une plus-value par rapport à ça. Et donc les jeunes qui vont venir chez nous, bon, la famille des métiers de la transition écologique est très large, hein, c'est les métiers verts et verdissants. Il y a 8 familles de métiers, c'est plusieurs millions d'emplois. Il y a tous les métiers qui sont créés du fait de cette prise en compte des questions de transition écologique, qu'on appelle les métiers verts, qui sont là pour observer, surveiller, protéger la nature directement. Et puis il y a tous les métiers qu'on appelle verdissants. Alors c'est pas un très joli mot, mais en tout cas c'est Pôle emploi qui l'appelle comme ça, qui sont tous les métiers qui sont en pleine mutation du fait de la prise en compte de la transition écologique. Le bâtiment, l'agriculture, les déplacements, etc. Donc on a un très vaste panel en fait, de formations et d'emplois qui s'ouvrent aujourd'hui à nous autour de cette thématique de transition écologique. Luna Pierron, on entend beaucoup qu'il faut aller plus vite, plus loin. Ça passe par quoi selon vous ? Alors plus vite, plus loin, je dirais qu'il faut déjà prendre son temps de faire les choses bien, faire peu d'actions concrètes mais bien, et donc plus vite, plus loin. Alors plus loin, oui. Donc moi je suis pas pour le plus vite parce que je pense qu'il faut s'attarder sur les choses pour qu'elles soient bien réalisées. Après c'est vrai que on nous alerte beaucoup sur le fait qu'on a peu de temps pour compenser toutes les émissions carbone, ce genre de choses. Moi je pense que c'est vraiment dans le quotidien mais permanent. Vous savez, c'est pas très compliqué de changer. Dans les petits gestes du quotidien ? Oui, c'est pas très compliqué de passer d'une bouteille d'eau à une gourde. Hein. Et il y a beaucoup de jeunes qui le font, de plus en plus. Et donc, bon, là, il y a la loi circulaire qui vient de passer de Brune Poirson sur le plastique inutile qui va enfin ne plus être produit. Et bon, après, c'est petit à petit. Mais voilà, il faut prendre en compte justement que les entreprises ont besoin de s'adapter parce que si on bouleverse les choses trop vite, trop tôt et un petit peu trop précipitamment, ça peut créer plus de complications que de bonifications. Mais par contre, moi, je suis pour une transition, pas totale évidemment, mais une transition profonde dans notre manière de vivre, dans notre manière de consommer, parce que c'est de là que ça part. Et je vais revenir sur l'éducation. On est quand même une société qui est très consommatrice. Malgré tout, moi je vois que les jeunes, quand ils vont s'habiller dans des grandes chaînes, Zara, voilà, on va pas toutes les citer, c'est des habitudes qu'il faut changer. Et s'habiller uniquement en friperie, c'est quelque chose que je fais depuis 1 an. C'est pas bien compliqué et pourtant je pense pas m'habiller mal. Hein. Pas du tout. Une dernière chose là-dessus, Frédéric Matisse. Est-ce que bien consommer, c'est à la portée de tous ?
Oui et non, c'est-à-dire qu'il y a tout ce travail, en fait, on en parlait tout à l'heure, mais d'éducation, d'accompagnement par rapport à tout ça. Il y a beaucoup d'actions qui commencent à être mises en place, notamment avec la crise sur l'accès justement à des légumes locaux de qualité. Et il y a toute une éducation. Je vois, nous, on a monté il y a 2 ans une cantine bio, locale et végétarienne pour les jeunes, parce qu'ils avaient difficulté déjà aussi à se payer à manger. Et aujourd'hui, on a 100% d'adhésion des jeunes à cette cantine-là. C'est tout un accompagnement. Il faut réinterroger. En fait, c'est là où il y a ce temps nécessaire. C'est tout cet accompagnement, parce que tous nos modèles s'écroulent quelque part. Et cette facilité d'accès à tout, il va falloir la remettre en question. Et du coup, de déconstruire tout ça, ça prend du temps, mais c'est nécessaire et enrichissant après, puisqu'on a des beaux résultats. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus parler climat, Merci. sujet avec nous. Je vous libère et je vous propose d'accueillir maintenant nos 2 nouveaux invités. Et nous accueillons donc maintenant 2 nouveaux invités. Loïc Blanc, bonjour. Vous êtes cofondateur de la coopérative Enercop Midi-Pyrénées, un fournisseur d'énergie durable et citoyenne. C'est bien ça ? Entre autres. Entre autres. Emmanuelle Parache, fondatrice de Biocénis, bonjour. Bonjour. Alors c'est une société coopérative qui propose des solutions aux entreprises pour prendre en compte la biodiversité. Tout à fait. Loïc Blanc, première question, est-ce que vous pouvez présenter un petit peu Enercop, c'est quoi ? Alors Enercop, c'est initialement le premier fournisseur d'énergie renouvelable en France il y a plus de 10 ans, 15 ans presque maintenant. Qui a permis aux Français de choisir une électricité qui n'était pas issue d'énergie fossile ou fissile. Et maintenant, c'est pour Enercop Midi-Pyrénées qui a été créé en 2015, c'est vraiment d'être au plus près des territoires pour créer des circuits courts de l'énergie, rapprocher vraiment la question énergétique des producteurs et des consommateurs, et en réunissant toutes les parties prenantes, notamment aussi les collectivités locales qui ont été initiatrices, notamment de l'électrification en France avant-guerre. Une énergie citoyenne, c'est quoi ? Énergie citoyenne, c'est une énergie qui est maîtrisée localement, c'est-à-dire que quand on installe une unité de production d'énergie renouvelable sur un territoire, ça a un impact économique, mais aussi un impact social, un impact environnemental, un impact politique. Et l'idée, c'est que justement, on met autour de la table tous les parties prenantes qui peuvent être impactées pour faire le meilleur projet, le plus vertueux possible pour tout le monde, et donc impliquer obligatoirement le territoire. Donc citoyen, c'est vraiment impliquer le territoire. Et comme ce sont des unités de production qui sont sur un temps long, par exemple l'éolien c'est 20 ans, les panneaux solaires c'est 30 ans de cycle de vie en termes de production, c'est-à-dire que ça s'inscrit sur le long terme. Donc il va falloir bien maîtriser localement ces projets pour les suivre sur le long terme, au même titre qu'on peut suivre de la voirie pour une commune ou une école. Vous avez beaucoup de clients, vous vous développez vite, est-ce que c'est quelque chose qui prend de l'ampleur ? Alors oui, ça prend de l'ampleur parce qu'on répondait il y a déjà une dizaine d'années, je pense, à une demande latente de pouvoir mieux consommer l'énergie. L'énergie, c'est compliqué, c'est pas tangible, c'est pas comme une tomate. On peut choisir une tomate bio et locale et une tomate conventionnelle, on peut faire un peu la différence. Sur l'énergie, ça passe par un réseau commun qui reste public. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de fournisseurs d'énergie verte. Comme on dit, mais il y a une spécificité chez Enercop, c'est qu'on se fournit uniquement auprès de producteurs locaux en contrat direct, un peu comme du commerce équitable, sur un temps le plus long possible, et on fait émerger surtout des nouveaux projets d'énergie renouvelable sur les territoires, des projets citoyens ou qui impliquent en tout cas les collectivités, pour justement offrir une électricité 100% renouvelable qui vient remplacer l'énergie fossile et fissile. Alors l'énergie fossile le plus rapidement possible, fissile à moyen terme, et aussi dans une logique de réduction et de sobriété, de réduction des consommations d'énergie et de maîtrise de l'énergie. Donc les circuits courts, ça concerne aussi l'énergie ? Ça concerne absolument l'énergie, notamment au travers d'innovations. En Midi-Pyrénées, et en Occitanie d'ailleurs, Enercop Midi-Pyrénées a monté la première opération d'autoconsommation collective en 2018, ce qui est un moyen de produire ensemble de l'énergie et de se partager l'énergie aussi au niveau local.
Est-ce qu'à votre avis, on parle beaucoup évidemment d'énergie renouvelable, éolien et hydraulique. Est-ce qu'à votre avis, on peut envisager à moyen terme que en France, que les énergies soient à majorité propre? Alors oui, il y a plusieurs scénarios C'est sérieux, réaliste, qui ça, hein existent, qui sont faits par, que ce soit d'ailleurs par l'ADEME, l'Agence de la transition énergétique, par Negawatt, l'association qui prône justement le triptyque sobriété énergétique, efficacité et 100% renouvelable, et même l'Agence internationale de l'énergie qui démontre qu'on peut notamment en France dès 2030 être 100% renouvelable. Donc il y a aussi vraiment une question de politique, puisque une des problématiques de l'énergie, c'est sa complexité aussi réglementaire et une situation particulière en France due notamment à la prépondérance du nucléaire. Est-ce qu'à votre avis, il faut mettre l'écologie au service de l'économie ou l'inverse? Alors on va plutôt prôner, dire qu'en fait aujourd'hui l'écologie est au service de la pérennité de l'homme, qui fait partie entièrement de la nature, et que donc on doit pouvoir, et c'est pour ça qu'on est une société coopérative d'intérêt collectif, ENERCOP, c'est-à-dire qu'on met effectivement tous les hommes autour de la table avec des intérêts divergents, et on va gérer consciemment des conflits d'intérêts. Je suis consommateur, je vais payer le moins cher, question économique, ou je suis producteur, je vais être rémunéré le plus possible, question économique, et puis des acteurs type association qui vont dire oui mais attention la biodiversité, attention l'impact sur le territoire, et donc faire en sorte que cette musique prenne ensemble, d'où la nécessité d'écouter, la nécessité de dialoguer, la nécessité de ne pas juste avoir l'économique en point de mire, mais bien la pérennité sur le long terme, et donc c'est écologique. Je me tourne vers vous, Emmanuel Parache, avec une question simple. L'écologie, ça peut être un puissant moteur de croissance? Alors on peut lier en tout cas la performance des entreprises, puisque moi mon sujet c'est plutôt le sujet biodiversité entreprise. On va en parler. Et je pense qu'on peut tout à fait lier la biodiversité avec la performance des entreprises. Oui. Vous l'avez dit, votre société propose des solutions en matière de biodiversité pour les entreprises. Concrètement, ça veut dire quoi? Alors juste 2 secondes pour rebondir sur le mot biodiversité, parce que c'est un mot qui est compliqué. Fourre-tout. Voilà, fourre-tout. Donc la biodiversité, souvent on pense aux espèces animales, aux espèces végétales. C'est aussi les milieux dans lesquels elles se trouvent, les interactions entre elles. C'est pour ça que c'est hyper compliqué, parce qu'il y a beaucoup de dépendances. Mais c'est aussi ce qu'on appelle les services écosystémiques. Mais le fait que vous respirez, moi aussi, grâce au dioxygène qui est produit, qu'il y a de l'humus par la dégradation des insectes, qu'on puisse manger parce qu'il y a des pollinisateurs, etc. Voilà. Donc les entreprises, comme tout un chacun, elles sont dépendantes de la biodiversité et ont un impact sur elles. Alors pourquoi elles sont dépendantes? Alors je ne sais pas, je me fais peut-être... Non. Je repose ma question. Concrètement, vous proposez quoi aux entreprises? Alors en fait, on les accompagne pour qu'elles puissent intégrer la biodiversité dans leurs projets. Donc soit on les accompagne selon le curseur qu'elles ont sur des opérations qui sont locales, qui sont intéressantes pour la biodiversité et qui prennent du sens dans les démarches, notamment RSE des entreprises. Donc ça va être par exemple l'implantation de ruches dans les entreprises, donc le lien à la pollinisation. Ça peut être aussi la protection des forêts locales pour équilibrer leur empreinte carbone. Ça peut être des diagnostics écologiques pour faire en sorte que leur site d'entreprise soit contributif à la biodiversité, au lieu d'être un site banal avec juste une valeur foncière. Et puis ça peut être également comment on monte une stratégie biodiversité dans une entreprise. Donc comment on va, dans sa chaîne de valeur, identifier les points de contact avec la biodiversité et comment on le prend en compte à la fois pour pérenniser son entreprise et minimiser son impact sur la biodiversité. Vos clients, quelles sont leurs motivations? Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils y croient. C'est vraiment par conviction? Alors il y a de tout, en fait. Il y a de tout. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils le fassent, en fait. Donc il y a des clients qui viennent effectivement par conviction, de plus en plus. Il y en a aussi parce qu'ils ont la vision de leur entreprise et ils se rendent compte que si ce critère-là, ils ne le prennent pas en compte, à un moment donné, ça va coincer. Imaginons une entreprise qui utilise dans son circuit de production de l'eau. À un moment donné, la ressource en eau, si elle se tarit, elle va avoir un problème de production. Donc, vous voyez, il y a ce type de raisonnement. Ça mobilise les collaborateurs. Donc, c'est à la fois pour maîtriser des risques d'approvisionnement, de réputation. On a parlé... Enfin, voilà, il y a de plus en plus d'entreprises... Avoir une image verte. Alors c'est pas que l'image, mais c'est vrai qu'il y a des enjeux de marché. On a parlé beaucoup du Nutella bashing, voilà, donc ça peut détruire des entreprises aussi. Donc il y a ces aspects-là. Et puis c'est très mobilisateur des collaborateurs, de toutes les parties prenantes, également des clients. C'est source d'innovation.
puisqu'en fait on peut s'inspirer beaucoup de la nature pour faire beaucoup de nouveaux services ou de nouveaux produits. Vous avez monté votre entreprise en 2012. Est-ce que vous avez vu les choses évoluer depuis ? Oui, beaucoup. Ouais. Donc en 2012, on était très en avance de phase et c'était clairement pas le sujet des entreprises. Nos premières entreprises étaient des entreprises, enfin clientes, étaient des entreprises qui étaient déjà réglementées, on va dire, et qui du coup étaient plus ouvertes à ces sujets-là. Mais auprès d'autres entreprises, c'était assez compliqué de faire comprendre. 2015, après la COP21, il y a eu une prise de conscience qui a été liée au climat. Et donc, les entreprises étaient plus ouvertes à ce sujet-là. Et malheureusement, depuis la crise Covid, il y a vraiment une montée en puissance qui est importante, qui est liée, je pense, à la prise de conscience des entreprises, de l'impact des entreprises sur l'environnement en général, et qui, du coup, pose question sur la façon dont elles exercent leurs activités, quoi. Loïc Blanc, faut associer les citoyens, les entreprises à cette transition et surtout les accompagner. Ça passe par quoi ? Alors c'est nécessaire. Il y a une acculturation déjà sur la question de l'énergie. Je pense que on est très peu formé sur la question énergétique et on a tous un schéma social basé d'après-guerre avec un acteur historique étatique, alors qu'en fait l'énergie était là bien avant-guerre et était organisée sur les territoires grâce l'électrification a été faite par les collectivités locales notamment. Donc il y a une acculturation et aussi justement au niveau que ce soit des élus locaux, que ce soit au niveau des entreprises, parce qu'on travaille beaucoup aussi avec les collectivités et les entreprises, c'est cette prise de conscience que l'énergie est un bien commun et que au même titre que finalement l'alimentation, il y a une question de souveraineté énergétique à un moment donné qui va se poser. Puisque les ressources sont diversifiées sur tous les territoires. On a de la chance en Occitanie d'avoir de l'eau, du soleil et du vent et de la biomasse, mais il y a des territoires en France où c'est pas aussi exemplaire, j'allais dire. Donc c'est cette notion de bien commun où l'énergie doit être accessible à tout le monde. Et en tant qu'entreprise sociale et solidaire, puisqu'on est une coopérative, on est agréé ESUS, donc d'utilité sociale par l'État, on est vraiment dans l'intérêt collectif, donc l'intérêt général. On n'est pas là pour en faire de la spéculation, l'énergie est un bien commun, et donc dire aux consommateurs, aux entreprises, aux collectivités que l'énergie finalement n'est pas un produit comme un autre, ce n'est pas un pot mais c'est un bien commun et qu'il y a des moyens aujourd'hui juridiques, économiques, sociaux qui nous permettent de l'organiser avec des nouvelles formes participatives, protéiformes d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un modèle unique, mais les territoires, selon leur spécificité, peuvent être amenés et on accompagne aujourd'hui, par exemple, il y a à peu près une trentaine de projets citoyens en Occitanie qui sont accompagnés, portés soit par des collectivités ou des simples citoyens qui n'y connaissent rien et qui se disent qu'aujourd'hui, parce qu'en fait, effectivement, la technologie renouvelable, elle est simple. C'est très compliqué de monter une centrale à charbon ou une centrale nucléaire. Monter des panneaux photovoltaïques, des éoliennes même, ou de l'hydraulique, c'est pas si compliqué que ça, en fait. Et donc, ces projets citoyens, ces personnes se groupent, se forment et puis vont créer des projets, alors qui sont peut-être un peu plus longs les uns que les autres, mais on voit qu'en tout cas l'impact local, il est très très fort. Il y a des études qui le montrent, que c'est beaucoup plus puissant en termes de retombées, et pas que économiques, mais de retombées sur le territoire. Une dernière question pour l'un et l'autre. Doit-on se préparer, chacun d'entre nous, à revoir complètement nos modes de consommation, de production et de vie, tout simplement ? Moi, je pense que oui. Alors là, je parle non seulement pour moi, mais aussi pour les entreprises. Je pense que le fait d'avoir une autre vision, ça prépare les mutations et les ressources de la biosphère sont pas illimitées. Donc, il faut faire avec ce qu'on a. Et oui, je pense qu'il y a il faut s'y préparer. Il faut s'y préparer, bien sûr. Même réponse ? Oui, tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une demande latente de haute valeur environnementale et sociale, en fait, dans ce qu'on consomme. Et c'est très intrinsèque à l'écologie, donc l'impact environnemental, mais aussi au local, c'est-à-dire consommer local, les circuits courts, c'est très important. On le voit que ça devient de plus en plus prégnant. Donc, c'est là, la question, pour moi, elle n'est pas tant de la croissance pour les entreprises, etc. C'est de la pérennité, en fait, plutôt aujourd'hui. On doit parler de pérennité des activités et pas forcément de croissance, parce qu'on sait très bien qu'on est dans une terre finie et qu'on a des problématiques simples. On prend des ressources à la terre. Donc, comment on pérennise, en fait, nos activités avec un impact le plus vertueux possible. Merci, et on passe maintenant à notre séquence « Parlons-en avec ».
Et parlons-en avec Agnès Langevin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de la région Occitanie en charge de la transition écologique et énergétique. Agnès Langevin, comment on fait pour aller plus loin dans cette transition ? Alors d'abord, on a un cap, une volonté, celle que nous avons incarnée avec la présidente Carole Delga, de fixer cette trajectoire de première région à énergie positive. Et ensuite, on embarque tous les acteurs avec enthousiasme, avec détermination, les acteurs associatifs, les entreprises, les élus, les collectivités et bien sûr les citoyens. C'est une question de volontarisme, de financement, de moyens ? Les trois, mon capitaine. Donc, en fait, c'est comment on va co-construire. Parce que en matière de transition, il faut effectivement répondre aux urgences climatiques, les concilier avec d'autres enjeux, notamment sociaux, de justice sociale. Et puis, il faut convaincre. Et pour convaincre, il faut être dans la solution extrêmement concrète. Donc, agir et faire avec. Alors, le principe de cette séquence, c'est un dialogue entre des élus et des citoyens. Je vous ai demandé à tous les deux de préparer une petite question pour l'élu qui est Agnès Langevin. Emmanuel Parache, je vous en prie. Alors, moi, j'ai une question, bien sûr, entreprise et biodiversité. Je voulais savoir si, pour accélérer la transition, la région prévoyait des incitations, en fait, pour justement pas aller dans le réglementaire, pour les entreprises, pour les embarquer justement dans ce sujet qui, même si on voit qu'il est croissant dans les entreprises, est quand même voilà, pas leur cœur de sujet. Donc si on avait une dynamique qui pouvait les embarquer davantage, voilà, je me posais cette question-là. Oui, bien sûr. Donc l'entreprise, c'est un milieu où la prise de conscience se fait. C'est aussi de nouveaux projets entrepreneuriaux qui reposent sur la biodiversité, bien sûr. Et puis, nous avons à valoriser les entreprises qui s'engagent. Et là, jusqu'au 31 mars, nous avons les trophées de la biodiversité ciblés sur le monde des entreprises. Et donc, je les invite d'ailleurs à déposer sur la région citoyenne pour pouvoir montrer l'exemple finalement que ce qu'ils ont fait puisse être essaimé et surtout qu'on puisse leur remettre un prix, communiquer sur leur action et les encourager. Il y a aussi la question de la conditionnalité des aides. Il y a beaucoup d'aides qui sont conditionnées Bien sûr. à des critères écologiques. Voilà, donc en fait, il y a la conditionnalité dite réglementaire, bien sûr, mais il y a aussi de l'incitatif. Donc ça, c'est souvent avec le volet RSE qui permet justement aux entreprises de mieux se saisir de ces enjeux. Et puis, il y a des mises en lien aussi. Je pense à un riziculteur qui travaille vraiment beaucoup en Camargue sur la biodiversité et qui, du coup, a un partenariat avec une entreprise sur le packaging, sa commercialisation, mais qui implique les salariés aussi dans des plantations de haies. Donc il y a aussi, bien sûr, une mise en lien, une mise en relation en termes d'engagement entre les salariés d'une entreprise et puis des initiatives donc, de protection, là, vraiment, de la biodiversité. Loïc Blanc, votre question ? Alors moi, je dirais comment pérenniser l'élan post-COP21, c'est-à-dire qu'on a eu, avec cette COP21, notamment une prise de conscience forte, notamment aussi de la part des élus locaux, que c'est un peu aussi concrétisé dans les élections locales récemment. Mais avec cette crise, moi, je ressens un peu de perte de vitesse. Et surtout, quand je regarde à l'échelle d'une région comme l'Occitanie, qui c'est quand même 35 000 communes, si je ne me trompe pas, comment irriguer le plus possible dans tous ces villages et territoires ruraux pour que le réflexe maîtrise locale citoyenne des énergies renouvelables soit présent. Alors effectivement, la crise sanitaire qui a des impacts socio-économiques peut donner l'impression qu'il y a une forme de repli ou de ralentissement. Pour autant, nous savons que la crise sanitaire est le résultat, la conséquence d'une crise écologique et d'ailleurs d'érosion de la biodiversité majeure. Et ça, je pense que nos concitoyens ont fait ce lien, parce que c'est quand même assez complexe. Et du coup, cet élan, on va le retrouver
et on le retrouve d'ores et déjà autour de la loi climat et résilience, qui est cette traduction des propositions de la Convention citoyenne nationale, mais que nous retrouvons aussi dans les propositions qui nous ont été faites de la Convention citoyenne Occitanie. Et là, il y a cette mobilisation qui émerge malgré le contexte et qui fait la démonstration que les citoyens attendent des mesures à la hauteur de la crise écologique et climatique. Merci beaucoup, c'est ainsi que s'achève ce live. Merci à tous de l'avoir suivi, merci à nos invités d'avoir accepté d'en discuter sur le plateau ce soir. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro des débats citoyens de l'Occitanie en commun. Passez une excellente soirée.